Patrick. Bonjour à vous tous et à vous toutes. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Je suis content que Patrick m'ait présenté parce que j'ai eu peur qu'ils disent tout le monde le connaît. Parce qu'il m'est arrivé un événement il y a quelques années, moi, où je me suis aperçu qu'il fallait toujours être présenté. Vous savez, j'ai fait partie de la fameuse commission Bélanger-Campeau, la commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Ça a duré 8 mois. On était tous les jours à la télévision, on était très visible. Et à la fin de ces 8 mois-là, avec mon épouse, j'ai décidé d'aller me reposer un peu, parce qu'en même temps, j'étais président du mouvement des jardins. Et on est allé à Fort Lauderdale. J'étais à l'aéroport devant le carrousel, j'attendais mes bagages. Derrière moi, 2 dames. Ça aurait pu être 2 hommes, mais c'était 2 dames. Les lunettes épaisses, parlaient fort. Je les écoutais pas, mais je les entendais. Et la première dit à la deuxième, regarde devant nous, René Lévesque. Alors, vous comprenez, je ne me suis pas retourné pour ne pas les désappointer, mais si ça avait fini là, ça aurait été pas trop mal. Mais la deuxième me prend parole, elle dit, voyons, toi, René Lévesque est mort. La première elle prend parole, elle dit, il est mort. Elle dit, c'est qui ça d'abord? Puis l'autre, elle dit, je le sais-tu, moi, c'est qui? Imaginez, en 15 secondes, vous êtes René Lévesque, puis après ça, rien. Là, j'ai dit, à l'avenir, il faut toujours être présenté. Merci. Écoutez, je suis très heureux parce que je me rends compte que ceux qui nous ont souhaité une bonne année le 1er janvier dernier, ils devaient savoir que c'était l'année internationale des coopératives et de l'économie sociale. L'ONU, elle a appelé ça les coopératives, parce que j'admets que quand on est au niveau international, c'est pas partout qu'on parle d'économie sociale ou d'économie solidaire. On comprend plus quand on parle de coopérative. Mais moi, quand je parle de coopérative, je sais très bien que c'est un des secteurs de l'économie sociale, un secteur important, il n'y a pas de doute, mais ça réfère aux valeurs de l'économie sociale. Parce qu'effectivement, je passe une très belle année. Je passe mon temps avec des gens comme vous. Je suis invité un peu partout. Et je passe mon temps avec des gens qui sont des agents de changement. Et Dieu sait si la société d'aujourd'hui a besoin de changement. Ça m'apparaît évident. Écoutez, il doit y avoir une raison. Si l'ONU a pris la peine, en 2009, d'adopter une résolution, puis ce n'est pas une résolution d'une page, là. Je voulais vous l'apporter, je l'ai oublié, mais ça a plusieurs pages. Une résolution par laquelle, finalement, a dit à tous les gouvernements du monde, puis c'est vraiment comme ça que la résolution est faite, elle s'adresse à des gouvernements. Elle dit au gouvernement, au chef de gouvernement, il faut faire la promotion des coopératives. Il faut faire en sorte d'organiser l'économie de façon à ce qu'au moins les valeurs coopératives soient reconnues. Qu'on puisse dire, ben oui, c'est comme ça qu'une société fonctionne. Vous savez, c'est quand même extraordinaire quand vous regardez l'histoire de l'humanité. Les premières coopératives ont été créées en même temps qu'a été inventée la démocratie, 18e siècle. Révolution française, Révolution américaine, Révolution en Espagne, en Angleterre, pour mettre sur pied la démocratie. Désormais, le peuple est souverain. Et il y a des citoyens qui sont dit, donc, c'est pas juste pour les affaires de l'État, ça. Si on veut une société démocratique, il faut aussi que le monde des affaires, le monde des échanges, le monde politique, le monde social soit démocratique. Et c'est là qu'on a inventé la démocratie. Et les coopératives, depuis le 18e siècle, n'ont pas cessé d'exister. Partout dans le monde. Guerre, crise, faillite, les coopératives, ils sont toujours là. Le socialisme, il a tombé à un moment donné. Le communisme, il a fermé les portes à un moment donné. Pas complètement, mais il a fermé les portes. Pas les coopératives. Donc, quand je dis que l'ONU avait une raison de créer, de faire une résolution, puis de dire au monde entier,
il faut faire la promotion de l'économie sociale. Il devait y avoir une raison, et la raison, vous la comprenez, est très simple. C'est parce qu'on se faisait dire depuis les années 75, 76, qu'il fallait développer une pensée unique dans le monde des affaires. Je le sais, comme président du mouvement des Jardins, quand je suis arrivé en 87, ça c'était la grande vogue, la grande façon. Même dans les universités, c'est ce qu'on enseignait. Parce que si on veut globaliser l'économie, il faut avoir les mêmes règles du jeu partout. Et si on utilise les marchés financiers, les marchés financiers, ils disent, je ne veux pas, moi, être obligé de connaître la règle au Québec, puis les règles à New York, puis les règles à Paris. Il faut que ce soit des règles uniformes. Et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, je l'ai vécu, c'est un peu pour ça que je sais que les gens critiquent beaucoup actuellement, par exemple, le mouvement des Jardins en disant « Ah, c'est devenu une banque ». Effectivement, la finance mondiale est globalisée et elle a des règles uniques. Ou bien vous êtes dedans, ou vous n'êtes pas dedans. La seule façon de s'en sortir, c'est d'arrêter d'aller sur les marchés internationaux. Et aujourd'hui, si Desjardins n'allait pas sur les marchés internationaux, il doit emprunter actuellement 15-16 milliards là, sur les marchés internationaux. Si on faisait comme dans l'ancien temps, j'ai vécu ça. Dans l'ancien temps, dans les caisses, on prêtait quand on avait de l'épargne. Quand on n'avait plus d'épargne, il fallait en garder 40% de liquidité, parce que quand quelqu'un venait chercher son argent, il fallait bien y remettre. On ne pouvait pas dire « Non, excuse-moi, je l'ai prêté ». Les gens n'auraient pas aimé ça. Alors, on prêtait 60% des épargnes. On savait qu'avec 40% de liquidité, on avait assez pour remettre aux gens, mais on était libre. Il n'y a personne d'autre qui nous disait comment mener notre affaire. Quand est arrivée la globalisation et qu'on avait commencé à emprunter ces marchés internationaux, puis que les gens exigent maintenant qu'on prête à chaque fois qu'on leur demande, il fallait dire aux gens « Je regrette, mais j'ai plus d'argent, je ne peux pas te prêter », je pense que les coopératives financières, ils ne vivraient pas longtemps. Je viens de finir d'écrire un livre, puis j'ai terminé mon livre avec cette belle phrase « Vive les coopératives libres ». Mais c'est le cas. Et ça s'adresse aux coopératives financières. Heureusement, pour les autres coopératives, sauf les agricoles, certaines coopératives agricoles qui sont sur les marchés internationaux, ils sont obligés, les coopératives agricoles, de suivre les règles des marchés internationaux. Mais ceux qui sont libres, et c'est toutes les autres, c'est toutes celles de l'économie sociale, finalement, la plupart, ceux-là, ils sont libres et peuvent vivre la démocratie comme on la souhaite. Et si l'ONU a proclamé l'année 2012 l'année internationale des coopératives et de l'économie sociale, c'est quand elle a adopté cette résolution-là en 2009, c'est qu'en 2008, on a eu encore une fameuse crise, vous le savez, une crise dont on souffre encore aujourd'hui. Depuis ce temps-là, on a gelé les taux d'intérêt, on a établi toutes sortes de règles qui n'ont pas changé depuis la crise. Et pourquoi l'ONU a fait ça? Parce qu'elle réalise que toutes les belles promesses que nous avaient faites les promoteurs de la globalisation, qui étaient de dire, écoutez, grâce à l'évolution des technologies, grâce à l'évolution des technologies de communication et de transmission des données, aujourd'hui, les peuples se rapprochent, les continents se rapprochent, mais surtout les marchés se rapprochent. Et ça, rapprocher les peuples, vous rapprochez des gouvernements. Rapprocher des continents, vous rapprochez aussi des gouvernements. Mais quand vous rapprochez des marchés, il n'y en a pas de gouvernement. Alors là, les marchés en ont profité au maximum. Les plus riches en ont profité au maximum. Et quand on dit que le marché était libre, en fait, il n'est pas libre. Il est complètement dominé par les grands détenteurs de capitaux et par ceux qui détiennent les moyens de production. Alors, quand on nous disait « ça va être merveilleux, parce que là, il n'y a plus de frontières, ça va être la grande fraternité, on va pouvoir circuler d'un pays à l'autre, ça va être extraordinaire »,
Mais là, on s'aperçoit 50 ans plus tard que c'est pas vrai. C'est le contraire. Ben oui, on voyage beaucoup, on peut voyager. Mais quand on arrive à l'aéroport, on est tous des suspects. On est tous des soupçonnés de terrorisme. On nous examine les cheveux aux pieds. Alors, la grande fraternité, on ne la vit pas beaucoup. On nous disait, ah, ça va être la circulation des biens, va être formidable. Il n'y aura plus de frontières. On va être des citoyens du monde. Ça va être formidable. Ben, ce n'est pas le cas. C'est le contraire. Quand on disait, ça va être la grande circulation des capitaux, c'est la même chose. Les capitaux, ils circulent pour les plus riches, pas pour les autres. Quand on disait, on va avoir la démocratie universelle, ben, la démocratie est en crise. Regardez juste au Québec, la démocratie aujourd'hui, elle s'exerce dans la rue. C'est comme si on n'avait pas d'autres moyens. Des référendums, des initiatives populaires. Je lisais une chronique d'Alain Dubuc de la presse l'autre jour qui disait, voyons, les étudiants n'ont pas l'air à comprendre la démocratie. La démocratie, c'est qu'il y a un gouvernement, puis tant et aussi longtemps qu'il est en poste, c'est le gouvernement qui décide. Moi, j'ai toujours compris que dans une démocratie, le peuple, il donne un mandat au gouvernement. Les élus sont des mandataires, on ne leur donne pas le pouvoir, c'est pas vrai. Si c'est ça, c'est pas de la démocratie. Pas du tout. Et regardez tout ce qui se publie actuellement, la plupart des gens admettent que la démocratie est en crise. Alors, dans ce sens-là, quand on nous promettait un meilleur partage de la richesse, ben on passera. Hein? Les politiques de rémunération n'ont jamais été aussi bâties pour créer des classes de riches, puis oublier les autres. Quand vous pensez qu'il y a des patrons aux États-Unis qui gagnent 300 fois, 350 fois ce que gagne la moyenne de leurs employés, il y a quelque chose qui ne va pas. Souvenez-vous du temps quand les gens accumulaient beaucoup d'argent, puis qu'ils en étaient bien fiers, puis ils entassaient ça, on parlait de l'avarice. Il y avait des émissions de télévision à Séraphin Poudrier, là, le monde ne l'aimait pas. Hein? On disait c'était un avare. Aujourd'hui, c'est le contraire. Plus tu en accumules, plus tu es un héros. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a 50 ans, ramasser trop d'argent, c'est de l'avarice, tu as péché. Et aujourd'hui, c'est la loi. Tu es un génie. Si tu réussis à accumuler des milliards, tu ne sais pas quoi faire avec. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça crée une société inégalitaire. Alors, où est-ce qu'ils sont, tous ceux qui ont écrit les grandes chartes des droits de l'homme? Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, la grande charte des citoyens en France. Premier article qui parle de l'égalité des hommes. La déclaration qui a été adoptée en 1948, après la Deuxième Grande Guerre mondiale, la Déclaration des droits de l'homme du Canada. C'est la même chose. On proclame l'égalité, une société plus juste, plus égalitaire, plus solidaire, plus fraternelle. Ben, la Révolution tranquille, c'est ça. Hein? Liberté, mais une liberté qui ne nuit pas à celle des autres. Égalité et fraternité. Ben, on passera. Il n'y a jamais eu tant de guerres. Et des guerres vicieuses. Des guerres fraternelles. Des gens d'un même pays qui s'entretuent. La Tunisie, la Syrie, la Libye, on n'entend parler que de ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je comprends à ce moment-là l'ONU de dire il faudrait peut-être regarder du côté de l'économie sociale. Parce que si on continue comme ça, on s'en va nulle part. C'est sûr. Et dans ce sens-là, je ne veux pas vous en mettre beaucoup sur les épaules, mais je suis content de vous voir aussi nombreux dans cette région-ci, qu'on puisse compter sur autant d'agents de changement. Parce que c'est ça, être des dirigeants des entreprises de l'économie sociale. C'est pas juste avoir des bons résultats financiers, ça en prend, il faut être solvable, c'est sûr. C'est pas juste
d'être très performant en conformité avec tout ce qu'exigent les régulateurs. Mais c'est surtout de changer le monde. Et il n'y a pas de meilleure façon de changer le monde que le faire par le bas. Les grands changements, à moins d'un chef d'État extraordinaire, puis il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire du monde, à moins d'un grand chef d'État formidable, qui est capable de convaincre tout le monde qu'il faut vivre selon les principes de l'égalité et de la fraternité, quand on n'a pas ces grands chefs d'État, puis dans le moment, là, on n'en compte pas beaucoup, on est obligé de faire le changement j'appelle ça par la base. On devrait dire par le haut, c'est le peuple qui devrait être en haut, mais par les gens. Parce que le monde, quand on dit qu'il faut changer le monde, c'est pas changer les gouvernements, c'est pas changer les structures, c'est pas changer la Constitution, c'est changer vous, moi, le monde, les gens, les hommes, les femmes. L'humanité a tellement bien réussi tout le développement de la matière. Hein? Écoutez, le 20e siècle, ça a été le siècle le plus formidable pour avoir développé la matière. Ça a donné des moyens de vivre mieux, plus confortable, rendre le travail moins difficile. On a développé la matière d'une façon incroyable. Mais la connaissance de l'homme, développer la connaissance de l'homme, on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Sur ce plan-là, on n'est pas très avancé. L'homme, c'est un animal. Ce qui le distingue, c'est qu'il est raisonnable. Mais c'est un animal raisonnable. Mais animal, il y a des instincts. Il vit par des instincts. Écoutez, prenez un bébé, jetez-le dans l'eau, il va se débattre. Il ne sait pas, il ne raisonne pas, il se débat. Il y a des instincts de survivance. Les grands instincts de l'être humain, et Jacques Gélinas, dans un bel article, le racontait il n'y a pas tellement longtemps, dit l'être humain, il est double, il est hybride, il est animal, il est animé par des instincts de possession, de domination en fait. On aime ça dominer un peu, parce que ça nous sécurise. On n'aime pas ça dire moi je vais être faible. Mais non. On a des instincts de domination. Pour dominer des instincts de possession, plus on a de choses, plus on se protège. Et pour posséder, il faut exploiter les autres. Un peu toujours, si on veut s'enrichir. Et pour les gouvernements, c'est le pillage des biens des autres, les guerres. On va chercher le pétrole ailleurs. On se bat, entre humains. Alors ça, c'est l'instinct primaire. Mais ce qui nous distingue, c'est qu'on raisonne. On est capable de parler, on est capable de se parler, on est capable de conceptualiser les choses, d'organiser. On est le seul animal qui peut faire ça d'une façon avancée. On appelle ça le courant civilisateur. Et c'est ce qui s'est déclaré, en fait, au 18e siècle. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, toute la période de l'Antiquité s'est terminée par le courant primaire. Les rois, les empereurs, puis le reste, ça compte pas. Ça a été long. À la fin de l'Antiquité, ce qu'on appelle la fin de l'Antiquité, il y a eu des philosophes qui ont commencé à dire « Hey, pourquoi on ne donne pas le pouvoir au peuple? » Alors, on a inventé la démocratie à Athènes, puis un petit peu à Rome, mais ça n'a pas duré. Les rois et les empereurs n'ont pas trouvé l'idée bien bonne. Là, il est arrivé un prophète, un grand prophète, qui s'appelle Jésus de Nazareth, puis il a dit « Arrêtez donc, bande d'idiots, aimez-vous les uns les autres, c'est simple. » Ils ont trouvé que c'était trop simple, ils l'ont crucifié. Mais le message est resté. Et 300 ans plus tard, il y a un roi qui a fait une religion avec ça, puis il a appelé ça le christianisme. Mais ça n'a rien changé. Les chrétiens se sont fait lapider. Il a fallu attendre au 18e siècle, finalement, pour que le peuple se révolte et dise « ça va faire ». Et c'est là qu'on a inventé la démocratie, les premières notions du courant civilisateur. Ça, c'est important.
Et il y a même des gens, comme je vous disais tantôt, qui ont dit on ne va pas faire ça juste pour la politique, on va faire ça aussi pour les échanges de biens. On a inventé les coopératives, on a inventé le syndicalisme. Autant de moyens de faire valoir le courant civilisateur. Ça n'a pas duré. C'est les pays, à un moment donné, se sont chicanés. Et la guerre 14-17, le courant primaire l'a emporté. 15 millions de morts. Et à la fin de la guerre, création de la Société des Nations. Et à chaque fois dans l'histoire de l'humanité, prenez le temps de comprendre ça, le courant primaire prend de la force. Là, les pays se rencontrent et disent hey, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, en 1917, Société des Nations, les États-Unis disent je n'ai pas besoin de ça. On est assez grand pour se conduire tout seul. Ce qui veut dire que la Société des Nations de 1917, ça n'a rien donné. Et là, le courant primaire a pris son chemin, la grande crise boursière de 1929. Comment on règle ça? Roosevelt dit on va faire une social-démocratie. Toujours. Courant primaire, on règle ça avec le courant civilisateur. Courant primaire, la guerre de 39, 45. 45, création de l'ONU. Là, on dit, hey, on arrête ça, 50 millions de morts, c'est fou. On fait une déclaration des droits de l'homme, 1948. Et là, on connaît les 30 années glorieuses. L'histoire dit c'est les 30 années glorieuses. Les États-Unis, la classe dominante, c'est la classe moyenne pendant cette période-là. Et depuis ce temps-là, 1975, globalisation, les riches deviennent de plus en plus riches, et là, c'est le retour du courant primaire, puis on est dedans depuis 1975. Et c'est pour ça que l'ONU dit qu'il faudrait peut-être revenir aux coopératives, à l'économie sociale, parce que c'est cette économie-là qui représente le courant civilisateur. Nous, les gens de l'économie sociale, on est pour la liberté, bien sûr, mais une liberté qui ne nuit pas à celle des autres. On est pour l'égalité. Nous autres, les politiques de rémunération où le patron pense qu'il est le fils de Dieu, c'est lui qui connaît tout, parce qu'il fait bien de l'argent. Ça ne vient pas à l'idée que s'il fait de l'argent, c'est parce qu'il y a des milliers d'employés qui travaillent pour lui. Ça, c'est pas important. Moi, je ne peux pas comprendre que dans des grandes entreprises, on dit aux employés, on fait un communiqué, on dit aux employés, bonne nouvelle, cette année, vous avez une augmentation de votre échelle salariale de 2%. Pour la haute direction, ça va être 60%. Si on n'est pas en train de bâtir une société inégalitaire, bien dites-moi ce qu'on est en train de bâtir. Le système fait ça. Le système financier fait ça. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent dans votre compte d'épargne, bien ça coûte des sous. Pour maintenir 600-700 piastres dans votre compte, ça coûte 6,95 piastres par mois. Mais si vous maintenez 6 000, 10 000, ça ne coûte rien. Si vous voulez emprunter 10 000, bien, prends ta carte de crédit. Le taux, c'est juste 18 %. Si tu veux emprunter 100 000, tu vas avoir le taux préférentiel. Si on est en train de me dire qu'on est en train de bâtir une société égalitaire, on repassera. C'est pour ça qu'on a un beau défi. On a un beau défi, nous autres, c'est de relever la société et de la remettre sur pied. C'est de prendre, en fait, les grands champs. Puis il dit, nous, on va essayer d'appliquer ça dans notre milieu. Et quand ça va être le proverbe chinois, quand chacun nettoie le devant de sa porte, toute la ville devient propre. Alors on pourrait dire du Québec, quand toutes les localités du Québec vont avoir réussi à rétablir le courant civilisateur, le Québec va être un merveilleux coin de pays. C'est ce que je vous souhaite. Quant à moi, c'est ce que je souhaite de tout cœur et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.